l'heure de votre journal en version française. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Parlons tout de suite de politique pour commencer. Les charges retenues contre Rina Rakoutoumang se sont alourdies avec des accusations de détournement de fonds s'élevant à 24 milliards d'ariars ainsi que d'ingérence dans une affaire judiciaire, selon son avocate hier, Obianco Anoussi. Elle a précisé que les accusations précédentes n'étaient pas fondées, raison pour laquelle de nouvelles charges ont été ajoutées. Elle a également dénoncé l'irrégularité de l'enquête menée en milieu carcéral. Détails sur les images de Nzara Ranjansou. Selon son avocate, Rina Rakoutoumang devait être libérée des charges précédentes portées contre elle, ce qui aurait conduit à la création de nouvelles accusations. Une affaire survenue au sein d'une entreprise privée en 2020 a été rouverte et sert de base aux nouvelles poursuites engagées à son encontre. Or, d'après le Code de procédure pénale, cette affaire ne devrait être prescrite, a-t-elle souligné. Outre le détournement de fonds de 24 milliards d'ariars, elle est également accusée d'ingérence dans une affaire judiciaire, une accusation que l'avocate juge infondée car il ne s'agissait pas d'un acte réquisitoire que seul le procureur a le droit de faire, mais d'une demande. Pour rappel, Rina Rakoutoumang a été placée en détention provisoire le 15 novembre 2025. Elle devait être entendue hier au Bianco, mais l'enquête a finalement été menée en prison. Et les citoyens aspirent à une refondation selon les résultats de l'enquête menée par le collectif des citoyens et des organisations citoyennes sur la perception de la situation politique et socio-économique à Antananarivo. Cette enquête a été réalisée entre mi-novembre et mi-décembre 2025. Les détails. À la suite d'une première enquête menée en février 2025, 1207 citoyens en âge de voter, issus des 6 arrondissements de la capitale, ont été interrogés. Cette consultation vise à recueillir la perception des habitants d'Antananarivo sur la situation politique et économique du pays. Les résultats indiquent une hausse du nombre de personnes indécises quant à l'avenir socio-économique, tandis que le nombre de citoyens optimistes quant à l'avenir du pays diminue. Sur le plan économique, l'adhésion des citoyens à certaines réformes est en recul. Ils sont de moins en moins nombreux à soutenir l'ajustement des tarifs de l'électricité et l'application de la vérité des prix des carburants, traduisant une inquiétude croissante face à la hausse du coût de la vie. Sur le plan politique, la défiance s'accentue davantage. Plus de la moitié des personnes interrogées déclarent ne pas faire confiance au pouvoir en place. Nombreux sont également ceux qui remettent en question la légalité du régime actuel. Toutefois, le FFKM demeure un repère moral dans ce climat de méfiance politique. La confiance des citoyens envers les organisations de la société civile est également en hausse. Les médias restent perçus comme des sources d'informations crédibles, tandis que la confiance accordée à la communauté internationale connaît une nette diminution. Concernant les perspectives d'avenir, les attentes des citoyens sont claires. Une large majorité réclame une refondation en profondeur du système politique, une révision de la Constitution, ainsi que l'organisation d'un dialogue national inclusif. Certains se déclarent également favorables à un accord politique encadrant une transition. Et puis la restauration de la sécurité et la réhabilitation des routes dans la région d'Analamang figurent parmi les principaux points abordés lors de la réunion de l'association des 37 maires de la région d'Analamang, du chef de région par intérim, ainsi que de la direction régionale de la sécurité publique. La rencontre s'est tenue hier à l'hôtel des villes Analakil. Détails sur les images de Nzara Ranjansou. L'insécurité fait partie des problèmes auxquels les habitants de la région d'Analamang sont confrontés ces derniers temps. Malgré les actions menées par les forces de l'ordre à travers les opérations comme l'opération Maoumbi, les malfaiteurs continuent d'agir. C'est dans ce contexte que de nouvelles stratégies ont été annoncées afin de réduire l'insécurité selon les déclarations de la Direction régionale des forces de l'ordre d'Analamang. À cela s'ajoutent les embouteillages causés par le mauvais état des routes dans la région, ainsi que l'accumulation des déchets en bord de route.
Face à cette situation, le chef de région d'Analamang, par intérim, a indiqué que des engins ne nécessitant pas de réparation seront mobilisés et mis à la disposition des communes qui en ont besoin. D'autres engins sont également en cours de réparation, a-t-elle précisé. Elle a également souligné que l'appui apporté aux 142 communes de la région d'Analamang dépend du budget régional. Toutefois, selon elle, ce sont d'abord les communes qui doivent soumettre leurs projets. La réunion de l'association des 37 maires de la région d'Analamang s'est tenue hier à l'hôtel de ville Analanqueli. Le nombre de personnes qui effectuent des démarches administratives et ayant des affaires à régler au sein du premier arrondissement ne cesse d'augmenter ces derniers temps. Les élèves qui préparent des dossiers nécessaires aux examens sont les plus nombreux. Afin de ne pas faire attendre les usagers, des mesures ont été prises pour accélérer le traitement des dossiers. Détail avec Felena Rakoutoarsoul et Yves Janel. Entre 900 et 1000 personnes se présentent chaque jour pour effectuer des démarches administratives et régler diverses affaires au sein du premier arrondissement. Face à cet afflux important, les responsables ont mis en place un dispositif spécial. Le traitement des documents requis a également été accéléré selon les explications du délégué au maire Bruno Serge Rakoutenirin. La présence de racoleurs au sein du premier arrondissement n'est pas tolérée, a réaffirmé le délégué. Il a précisé qu'il existe déjà des responsables compétents et qualifiés vers lesquels les usagers peuvent se tourner pour obtenir des informations claires et fiables. Des mesures seront prises par l'arrondissement à l'encontre des individus mal intentionnés qui seraient pris en flagrant délit. Il est à noter que l'accueil des personnes qui viennent effectuer des démarches administratives au sein du premier arrondissement est limité de 7h30 à 10h chaque jour. Toutefois, les responsables sur place continuent de recevoir les personnes arrivées jusqu'à midi, selon les précisions. En économie, les billets de 20 000 arrières représentent actuellement 70% des monnaies en circulation à Madagascar, selon le rapport présenté par le gouverneur de la Banque centrale. La durée de vie moyenne d'un billet est d'environ 2 ans. Les billets de 100 arrières sont détruits tous les 6 mois, tandis que ceux de 10 000 arrières le sont tous les 9 mois. L'édition des billets se fait à l'étranger et selon les explications, le pays retenu est celui qui propose le coût de fabrication le plus bas. Les détails. Conformément à la réglementation en vigueur, seule la Banque centrale est habilitée à émettre les billets de banque et les pièces de monnaie. Les billets et pièces collectées sont soumis à un contrôle afin de distinguer ceux qui sont encore aptes à la circulation de ceux qui sont détériorés. Les monnaies jugées non conformes ne sont plus remises sur le marché, elles sont détruites et remplacées par de nouvelles. La durée de vie d'un billet de 100 arrières est de 6 mois, tandis que celle du billet de 10 000 arrières est de 9 mois, selon le gouverneur Evan Arvelo. Plusieurs pays assurent la fabrication des billets de banque, notamment l'Angleterre, le Canada, l'Afrique du Sud, la France, le Maroc et les Émirats arabes unis. Toutefois, un appel d'offres est lancé et le pays qui propose le coût le plus bas est choisi pour imprimer la monnaie destinée à Madagascar. En ce qui concerne la circulation monétaire, le billet de 20 000 arrières demeure le plus utilisé actuellement. Le gouverneur de la Banque centrale a par ailleurs tenu à préciser que les pièces de monnaie restent toujours en vigueur à ce jour. Dans les actualités sociales, en plus des jours fériés habituels, 4 jours chômés mais rémunérés s'y ajoutent pour l'année 2026. Les responsables islamiques, le ministère de la Culture et le gouvernement, à l'issue du Conseil national, détermineront ces 4 dates. Les détails. Les jours de l'Eid al-Fitr et de l'Eid al-Adha sont considérés comme jours non ouvrables, ces fêtes étant fixées par les fidèles musulmans selon les décrets officiels. Selon le ministre de la Communication et de la Culture, le Nouvel An malagasy ainsi que la journée consacrée à la célébration de la culture à Madagascar seront également des jours non ouvrables. Ces dates ne sont pas encore officiellement déterminées pour le moment. Selon le calendrier, les jours chômés de cette année tombent presque tous un dimanche, lundi, vendredi ou samedi. Les 8 et 29 mars dimanche, le 1er mai vendredi, le 26 juin vendredi,
le 15 août samedi, le 1er novembre dimanche et le 25 décembre vendredi. Afin d'aider ses concitoyens à atteindre les objectifs qu'ils se fixent dans la vie, l'expert en développement personnel, Antara Makavel, animera une session de formation le samedi 31 janvier au Café de la Gare. Pour ceux qui ne pourront pas y assister en présentiel, la formation sera également accessible via Zoom. Reportage sur les images de Yves Janel. Il est nécessaire d'apprendre à nos concitoyens à se fixer une vision dans la vie afin qu'ils puissent s'épanouir tant pour eux-mêmes que pour le pays. Cette formation proposée par Antara Makavel contribuera à la réalisation de cette vision. L'accès à cette formation est payant. Les frais de participation s'élèvent à 50 000 ariars pour les personnes de moins de 25 ans et à 25 000 ariars pour la participation via Zoom. Au cours de cette session, vous découvrirez que chaque mot de la langue malagasy a un sens profond et une grande importance dans la vie et qu'ils ne sont en aucun cas utilisés au hasard. Enchaînant avec les actualités internationales, cette guerre a duré plus longtemps que la Seconde Guerre mondiale et elle doit maintenant s'arrêter, a déclaré le président Volodymyr Zelensky. Mais la Russie campe sur ses positions au sujet du Donbass. France 24. Volodymyr Zelensky veut y croire. Les conditions pour mettre fin au conflit russo-ukrainien seraient presque toutes réunies. Une déclaration optimiste au moment de quitter le forum de Davos et quelques heures avant une réunion tripartite de délégations ukrainiennes, russes et américaines à Abu Dhabi. Les premières négociations directes entre les belligérants sur le plan de paix américain. C'est une vraie guerre qui se déroule en Europe. Elle a déjà duré plus longtemps que la Seconde Guerre mondiale. Et nous devons arrêter Poutine. Ces nouvelles réunions, je l'espère, vont nous rapprocher un peu plus de la paix. Mais il reste des points d'achoppement, en particulier la question territoriale. La Russie reste intransigeante. Elle exige le retrait des troupes ukrainiennes du Donbass, qu'elle contrôle en grande partie, et qui reste l'épicentre des combats entre les deux pays. Malgré la pression, Kiev a jusqu'ici refusé toute concession territoriale. La position de la Russie est bien connue. L'Ukraine et ses forces armées doivent quitter le Donbass et s'en retirer. C'est une condition très importante. D'autres points restent également à l'ordre du jour des négociations. L'Ukraine l'assure. Elle aurait obtenu de son côté des garanties de sécurité de la part de Washington pour dissuader la Russie d'envahir son territoire à nouveau. Pour Kiev, c'était une condition non négociable pour parvenir à un éventuel accord de paix. Plusieurs compagnies occidentales comme Air France, KLM, British Airways ou encore Swiss Airlines ont annoncé ces dernières heures suspendre leurs vols à destination d'Israël et des Émirats arabes unis en raison de la situation géopolitique. Donald Trump a de son côté affirmé qu'une armada américaine se dirigeait en ce moment même en direction du Golfe. France 24. Visiblement, il semble être en alerte, même si personne ne croit à une attaque imminente des États-Unis. Mais on craint ici que, à un moment donné, dans les semaines ou les mois à venir, il y ait donc une nouvelle attaque de la part des États-Unis. Ce soir, le chef de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution, qui est en charge du programme balistique de l'Iran, a déclaré que Donald Trump parlait beaucoup, mais qu'il devait être certain que nous, c'est-à-dire l'Iran, répondrons à ces menaces sur le champ de la bataille. De son côté, le chef des gardiens de la Révolution a déclaré que donc les forces armées iraniennes avaient les doigts sur la gâchette, mais que les Américains disaient qu'ils voulaient parler avec l'Iran. Il a affirmé c'est mieux pour eux, mais cette fois-ci, on ne sera pas berné par les négociations. Une allusion aux négociations en début d'année, alors que Téhéran et Washington négociaient sur le dossier nucléaire. Israël a lancé une attaque contre l'Iran avant d'être rejoint par les États-Unis qui ont détruit partiellement ou pratiquement les bases nucléaires du pays. Ces derniers jours encore, plusieurs responsables politiques et militaires ont également mis en garde les États-Unis contre toute agression contre le guide suprême iranien en affirmant que toutes les bases américaines, mais aussi israéliennes et le territoire israélien seront visés en riposte.
Ils veulent chasser ICE, la police de l'immigration, hors du Minnesota. Minneapolis est à l'arrêt. Les manifestants sont en colère depuis le 7 janvier dernier et la mort d'une citoyenne américaine, Renée Nicole Good, abattue à bout portant par un agent de ICE, toujours en poste. Mais l'indignation est encore montée d'un cran cette semaine avec l'arrestation d'un enfant de 5 ans. France 24. Les manifestants défilent à travers les rues de Minneapolis, demandant à l'ICE de quitter leur ville. Ils kidnappent les enfants dans les écoles, aux arrêts de bus, dans leurs maisons, dans leurs classes. Ils ne sont pas en sécurité à l'école. On a dû en fermer certaines, car les enfants sont menacés par le gouvernement fédéral. On n'aime pas notre connard de président et on est très mécontent du bordel qu'il y a ici. Nous avons des droits constitutionnels et le gouvernement les piétine. Nous veillons sur nos voisins, c'est pour ça qu'on est là. Nous voulons la sécurité et le retour à la normale le plus vite possible. Nous ne voulons pas d'un régime autoritaire ou d'une oligarchie. Nous sommes contre ça. Nous voulons garder notre démocratie pour toujours. Même s'il fait très froid, on est ensemble. Je n'ai jamais vu autant de monde, c'est incroyable. Ça montre que les gens ne sont pas d'accord avec ce qui se passe et que ICE doit dégager de Minneapolis et de ce pays. Nous sortons dans la rue parce que les communautés, les gens de couleur, il leur arrive des choses terribles et on ne peut pas rester chez nous. J'ai assisté à beaucoup de scènes de solidarité ici avec des manifestants qui se distribuent des chaufferettes pour se chauffer les mains, qui s'aident à passer les plaques de verglas et qui s'entraident pour supporter les températures glaciales et continuer à manifester. Cette édition arrive à son terme. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et passez un excellent week-end. Rendez-vous dès lundi pour de nouvelles éditions. Au revoir.